Bonjour à tous et merci du coup d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle visio sur préserver son autonomie en acceptant certaines aides. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia. Elle est financée par le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Je suis ravie du coup de vous retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé, j'assisterai du coup Sophie tout au long de la présentation s'il y a le moindre souci technique. Donc je pourrais intervenir dans le chat assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un souci, une question. Sophie, est-ce que vous nous autorisez éventuellement à vous couper pendant la présentation s'il y a des questions qui sont relatives à ce que vous êtes en train de dire? Au contraire, moi j'aime beaucoup cette animation où vous êtes là pour relayer les questions des gens, bien sûr. Au contraire, plus c'est du dialogue, plus chacun s'exprime, plus c'est intéressant pour tout le monde. Magnifique. Alors on fera ça. Et puis dans tous les cas, on consacrera quelques minutes à la toute fin de la présentation pour voilà, répondre aux questions, éventuellement échanger ou débattre de façon plus approfondie. Sophie, je vous laisse du coup prendre le relais sur la présentation. Vous devriez avoir un petit bouton. On va juste cliquer dessus. Alors, où ça, où ça? Alors normalement, c'est en Contrôler. haut, il faut prendre le contrôle. Voilà, c'est ça. C'est contrôlé? Allez, je Oui, clique c'est ça. dessus C'est tout bon. Et je vous et laisse, je je suis là peux dans tous les cas aller. si besoin, je reste à Voilà, hop, c'est bon? super. C'est tout Ah, bon. génial. OK, bon, alors je suis enchantée de rencontrer tout le monde. J'espère qu'on va encore se faire une bonne conférence comme j'ai l'habitude de rencontrer, avec Adaptia et Movadom. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis, psychologue clinicienne. Je croise un peu mon regard entre, le travail avec les personnes de plus de 60 ans. J'ai beaucoup travaillé en EHPAD, en accueil de jour et en hôpital psychogériatrique. Je m'intéresse beaucoup à l'Alzheimer et je continue à mon cabinet à accompagner, des aidants de malades, voilà, et à animer un groupe de méditation pour aidants familiaux de malades d'Alzheimer. Et puis, je viens aussi beaucoup de l'éducation spécialisée du handicap psychique. Donc, voilà, si jamais vous avez, vous-même, envie de faire des liens, de faire des ponts, des passerelles, n'hésitez pas. Je travaille aussi avec des aînés qui sont, à 80-90 ans, en très grande difficulté, à pouvoir, vivre ce passage-là de vie et je suis, psychothérapeute, dans ce cadre-là. Donc la question de l'aide, je l'aborde par plein d'entrées et je vais vous proposer un voyage, un parcours et puis on va voir ce que ça va susciter en vous. Alors, j'aimerais revenir juste avant. Ah! J'en suis déjà là? Alors je trouve pas ma page de garde, mais c'est pas grave, je vais reprendre, tranquillement. Hem, je pars du principe que l'aide, c'est loin d'être simple, en fait et de la coupe aux lèvres, il y a pas qu'un pas. Je vais vous proposer un voyage qui prend en compte ce que j'ai pu observer moi, les questions que ça a pu me proposer, aussi bien sur les plans philosophiques, sociologiques que cliniques. Pourquoi est-ce qu'on accepterait de l'aide comme ça? Pourquoi on accepterait de l'aide, dans son chez-soi? Et à quoi engage la relation d'aide? Donc je me suis d'abord, questionnée sur le fait que c'est pas facile de voir, son propre besoin d'aide. Et souvent, il arrive, par l'extérieur, par les enfants, par la famille et cetera. C'est pour ça que j'ai commencé mon petit voyage par, des difficultés qui s'installent insidieusement. Insidieusement parce qu'une difficulté, on la range dans telle ou quelle catégorie, une douleur, une hospitalisation, de l'argent dépensé, mais est-ce qu'on la range dans: «Tiens, maintenant j'ai tel et tel besoin»? Donc du coup, j'ai utilisé des gros mots, hein. La diminution des capacités physiques ou cognitives se reflète dans l'entretien ménager régulier. Alors je ne sais pas si vous savez, mais au Moyen Âge, le ménager, c'était celui qui, faisait les travaux dans les champs en particulier, du quotidien. Donc c'est vraiment le sens du quotidien, de l'intime et du quotidien et c'est une sphère qui est pas évidente, à transformer. Mais qu'est-ce qu'on voit apparaître? Eh ben, on voit apparaître des difficultés à cause des douleurs, éventuellement un col de l'utérus de pardon, alors le col de l'utérus concerne les femmes et si vous voulez, on en discutera parce que ça joue aussi.
Notamment dans l'apparition de certaines pathologies ou des choses comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais dire le col du fémur, bien sûr, qui se casse et qui est souvent ce qui crée des hospitalisations, mais aussi bien d'autres raisons. L'arthrose, bien sûr, toutes ces choses que vous connaissez, peut-être et sur vous-même ou vos proches et qui vont faire que, une certaine vulnérabilité s'installe. Donc on le voit comment? Bah, c'est difficile de passer l'aspirateur, de nettoyer les planchers, d'avancer les meubles, de laver le bain, changer les draps, préparer les repas, faire les courses et cetera. Mais c'est pas forcément identifié comme des besoins. Je sais que moi, ce que je rencontre très souvent dans ma clinique, auprès des gens qui me font confiance, pour les accompagner, c'est, la canne. Alors peut-être que ça vous parle, hein, mais la canne et la voiture, c'est vraiment les 2 choses les plus difficiles à laisser. Vraiment, chez la majeure partie des gens. Et pourquoi les laisser et comment? Alors laisser la voiture, bien sûr et la canne, c'est laisser la marche bipède, n'est-ce pas? Et venir, comme disait, le sphinx, devenir un être à 3 pattes. Et ça, pour plein de raisons que peut-être on dépiautera, c'est très complexe. Donc du coup, ça devient difficile, mais je peux encore le faire. C'est ce que j'entends beaucoup et oui, donc peu à peu s'installent des difficultés, mais en même temps qui sont compensées par tout un tas de choses et alors à quoi ça correspond? On peut s'interroger. Déjà les difficultés, c'est pas forcément, uniquement concret comme je viens de le dire. Si on en faisait des familles, si on en faisait des blogs, bah, ça serait des difficultés physiques bien sûr, mais aussi de la fatigue mentale. Le vieillissement, de la mémoire, classique, c'est la mémoire immédiate, peut-être ça vous parle, qui est touchée, qui ressemble à un défaut d'attention. Je sais plus où j'ai mis tel objet, je sais plus, pourquoi je suis passée dans telle pièce. Voilà, ça c'est très fréquent, ça s'augmente et puis la difficulté à penser à plusieurs trucs en même temps ou à faire et penser en même temps ou à être perturbé par, un coup de fil, une conversation en même temps que je suis en train de faire la cuisine. Donc ça, c'est le vieillissement classique de la mémoire du cerveau au niveau des effets et qui peut créer de la fatigue mentale. La fatigue mentale aussi parce qu'on a plus mal en faisant les choses, qu'on se sent moins à l'aise dans son schéma corporel, dans sa verticalité, dans sa stature. Les oublis de choses récentes, je l'ai dit, les pertes d'attention, des difficultés à faire plusieurs choses en même temps. Peut-être ça vous parlera. Donc du coup, on a quoi? Eh ben, on a aussi là-dedans, dans ce monde, ce rapport au réel qui commence à se transformer un peu, mais en même temps on lutte et en même temps, de quoi on a conscience, par quoi on l'appréhende on l'appréhende, c'est-à-dire on le reçoit par l'entourage. C'est ce que j'observe beaucoup aussi, c'est peut-être, quelque chose qui fait écho pour vous, les enfants, les petits-enfants, parfois les amis, qui font des remarques que l'on n'attend pas forcément, qui ont des idées sur les besoins, qu'on aurait, que vous auriez. Des décalages d'envie, des décalages d'énergie. J'entends beaucoup des gens qui me disent: «Oh les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils font du bruit! Qu'est-ce que ça bouge!» et ça devient fatigant en fait, alors que, ce qui est attendu, c'est d'être un bon grand-parent, c'est d'être quelqu'un, toujours avec des histoires, des bonnes idées. Eh bien non, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de la saturation sonore. Et là-dessus, est-ce que les enfants comprennent? Est-ce que cette fatigue, il est proposé des bonnes solutions? Repose-toi un peu ou tu verras moins tes petits-enfants. C'est pas du tout forcément ce que l'on attend. Donc des décalages en termes de manière d'appréhender les choses, en termes de trouver des solutions. J'ai pensé aussi à la fracture numérique, ça vous parlera peut-être, alors peut-être pas pour vous qui êtes sur internet aujourd'hui, mais les papiers, l'administration de plus en plus à faire par le numérique, me semble aussi, être ce qui vient de l'extérieur pour montrer, que les temps ont changé, qu'aujourd'hui pour s'en sortir, il faut savoir faire des choses et c'est difficile d'aller demander à la mairie de trouver les ateliers spécialisés en apprentissage du numérique et de faire toutes ces démarches-là. Peut-être aussi de trouver, quelqu'un dans l'entourage, qui nous aide. Donc un monde qui change et qui va faire arriver des changements
de l'extérieur des changements qui mènent ou qui participent à la difficulté de penser d'être aidé. Déjà parce que le domicile, c'est le lieu de l'intime, le lieu de l'intimité, le lieu du pouvoir personnel, le lieu du refuge. Peut-être avez-vous d'autres mots qui vous viennent à l'esprit. Mais en tout cas, c'est mon lieu. C'est le lieu du moi, le lieu d'un endroit qui est peut-être chargé d'histoire, chargé de mémoire, chargé d'affect. Le lieu où je me présente pas comme je me présente dans la rue, ni, aux cercles sociétaux autour de moi, ni à l'extérieur. Je peux vivre avec moi-même sans forcément le regard de l'autre. Donc déjà, on voit qu'avec ce qu'on a dit précédemment, forcément, il peut y avoir une difficulté de rencontre. Accueillir un inconnu dans la maison. Inconnu peut-être à cause de ses retours qui ne correspondent pas à ce que l'on ressent comme ses propres besoins, son propre rythme, l'étape où on en est. Accueillir quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas chez soi. Accepter de l'aide à domicile, c'est faire rentrer quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans la représentation. Donc, les défenses de maîtrise et de contrôle vont être fréquentes et peut-être plus. Alors je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est qu'une maison? Qu'est-ce que c'est qu'un domicile?» Et j'ai trouvé qu'Alice Gibran, peut-être certains d'entre vous connaissent le Prophète, entre autres, voilà, qui disait: «Votre maison est votre corps déployé. Elle s'épanouit au soleil et dort dans le silence de la nuit». Quand on travaille sur les besoins, alors on va aborder les besoins de l'être humain ici, hein, que vous connaissez, mais c'est toujours intéressant de les remâcher, les questionner en fonction des situations, les réinterpréter. Quand on travaille notamment sur la proxémie, c'est-à-dire les enjeux relationnels, de la proximité du corps et de l'intervention peut-être d'un autre avec nous, eh bien, on se rend compte que l'endroit où je suis, alors ça peut être ma maison, mais ça peut être aussi ma chambre d'hôpital, ma chambre dans une collectivité, mon lieu, je le vis comme mon corps. Le moi le vit comme le corps. Et peut-être ça fera écho pour vous, mais du coup, les sensations d'intrusion, les sensations d'effraction, de non-adéquation, d'incohérence sont beaucoup plus importantes dès lors que je suis dans un lieu que je me représente, même inconsciemment, comme mon propre corps. Donc peut-être que ma maison a besoin de pudeur comme mon corps. Peut-être qu'elle a besoin de douceur comme mon corps. Ça me paraissait intéressant. Et puis je crois que j'ai trouvé autre chose encore. Hop! Tout à fait autre chose. Mettre de l'ordre dans sa chambre, c'est comme mettre de l'eau dans son vin, ça gâche tout le plaisir. Et oui, peut-être que vous avez chacun, chacune un rapport à l'ordre un peu particulier, personnel, singulier. L'ordonnancement du monde, c'est très personnel. Certains ont besoin de leur bordel, comme on dit, hein, de leurs objets et tel objet est à telle place et parfois de ne pas, y toucher est important. Alors pourquoi le diaporama se fait pas automatiquement? Peut-être que Chloé peut répondre, je sais pas, mais en tout cas moi ça me permet de parce que je vois le chat en même temps, je vois vos questions et c'est une question d'actualité, ça me permet de boucher le diaporama en fonction de ce que j'aborde. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Merci Sophie. On est OK là-dessus, Chloé? Heu, Se retenir d'être soi-même, ranger avant que quelqu'un vienne, oui, pour les gens qu'on aime, pour, les, réunions, rencontres qu'on a prévues, les fêtes, les repas et encore, pour certains, c'est difficile. Mais ranger pour quelqu'un qui vient ranger, se tenir prêt pour quelqu'un qui va intervenir sur quelque chose que je peux vivre comme mon corps, alors là, évidemment, la question est bien différente. Et l'idée, c'est peut-être l'idée de développer cette idée d'ordre que vous trouvez peut-être connaissez-vous,
que vous trouvez peut-être dans le feng shui, c'est-à-dire l'art chinois d'aménager la maison. On a entendu beaucoup parler aussi de l'art japonais de ranger la maison, mais c'est pas l'idée que je vous propose. L'idée que je vous propose, c'est en appui sur le feng shui, c'est cette idée que tout participe d'une certaine perception que j'ai de mon être et de mon environnement immédiat qui nécessite sécurité, protection, bien-être immédiat et le moindre meuble, la moindre couleur, le moindre objet participe de ça. Est-ce qu'on a envie de ranger son intérieur? Vous en voyez tout de suite la portée symbolique. Ranger son intérieur. Pour qui et pourquoi? Comment ranger? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui n'est pas important? Que penser de quelqu'un qui viendrait y aider à ça? Est-ce qu'on peut m'aider à ranger mon intérieur? Évidemment, ça me fait sourire. Moi, je suis psychologue, je travaille avec la réalité intérieure des gens, mais pas vraiment pour la ranger. On voit tout de suite apparaître la norme, la correspondance à ce qu'on attend de nous. Donc peut-être, cela vous fait-il réfléchir en même temps que vous m'écoutez à l'éducation, par exemple. Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce qu'on attendait de moi? Et comment j'ai construit ma propre manière de faire mon ordre et de correspondre aux nécessités sociales, par exemple. Quel accord, quel contrat relationnel avec quelqu'un qui viendrait toucher à ça? Quelle distance? Quelle proximité? Beaucoup de professionnels, du domicile, mais aussi de la relation d'aide, que je forme par ailleurs en formation continue, se posent la question du vouvoiement et du tutoiement, par exemple. On pense à là, j'ai travaillé plutôt sur des aides ménagères, des aides à aller faire les courses ou même recevoir simplement des portages, de repas, ça peut être tout ça pour les aides, les plus classiques, les plus simples. Mais on peut penser à bien d'autres choses. Quelle distance, quelle proximité? Est-ce que la personne est comme, un serviteur, une servante? Est-ce que c'est, comme une maîtresse, un maître, qui viendrait dire ce qu'il faut faire, À quoi équivaut le paiement? Et est-ce qu'il n'y a pas dans ces questions sur le relationnel, est-ce qu'il n'y a pas une transaction symbolique de personne à personne? Du coup, forcément, il peut y avoir des choses que j'ai appelées des représentations inamicales. Peut-être vous les connaissez, vos monstres intérieurs qui viennent vous dire, «Tu n'es pas assez bien», «L'autre il parle mal», «C'est pas comme ça qu'il faut faire», «C'est normal que ça se passe comme ça». Ce qu'on appelle les saboteurs. Alors les saboteurs, si on le place sous l'angle de l'autorité, c'est ça, hein, c'est la statue du commandeur. Il faut bien ranger sa maison. Tu dois le faire tout seul. Tu n'as pas besoin de quelqu'un parce qu'il faut s'en sortir tout seul. Et ça vaut pour tous les âges, ce blocage-là. Le devoir, on doit, la contrainte, le savoir et le savoir-faire. Combien de fois a-t-on entendu telle personne, telle aide ménagère qui intervient, telle aide ménager ne fait pas assez bien, ne fait pas bien tout, et cetera, et cetera. Qu'est-ce qui est réactivé en nous quand on laisse quelqu'un remettre de l'ordre ou refaire ce qu'il faudrait faire ou compenser des vulnérabilités que l'on a et qui se mettent en place et qui sont souvent vécues comme contradictoires avec l'éducation. Et la liberté là-dedans? On peut penser aussi à toute la thématique de l'inconnu qui vient faire intrusion. Quelqu'un vient-il m'observer? Je dois m'occuper de moi seule, par moi-même, ça on l'a vu avant, le devoir. Mais dans quelqu'un vient-il m'observer, il y a la notion de protection. Comment se protéger de quelqu'un qui connaîtrait ma maison, qui viendrait gérer mes affaires intimes? Certaines personnes peuvent être très très en difficulté d'accueillir quelqu'un à la maison par un souci de protection particulier qui souvent fait écho avec des éléments de l'histoire de vie. Le corps propre est dans le monde comme le cœur dans l'organisme. Nous voyageons encore dans la
similitude avec le corps. La maison est comme le cœur de soi-même, comme, un endroit très investi émotionnellement aussi. Du coup, ça nous fait nous poser la question, mais qu'en est-il du corps dans la maison? La maison, c'est le lieu de la liberté ou pas, parce qu'on peut se prendre les pieds dans un tapis. Vous avez peut-être déjà entendu ça ou vécu ça, les chutes avec les tapis qui plissent. On peut, se brûler bien sûr, maintes et maintes fois dans la cuisine, surtout quand l'attention ou la dextérité avec l'arthrose est plus en difficulté. Les gestes moins précis, parfois des petits oublis. Donc le lieu de la liberté, mais peu à peu, est-ce que cette liberté n'est pas, entamée au fur et à mesure quand certaines choses éventuellement ne se passent plus avec la même fluidité qu'avant? Le corps dans la maison, c'est bien évidemment cette image du corps, qui est le lieu du retrait nécessaire, de ne plus être observé ni jugé. C'est pour ça que je parlais de pudeur tout à l'heure. Il y a une intimité. Comment créer cette intimité si quelqu'un vient dedans? C'est aussi le lieu, alors là, c'est mon cher cerveau reptilien que je fais parler, hein. Le cerveau reptilien, c'est votre cerveau le plus primitif qui est en haut du tronc cérébral ici et qui s'occupe de votre protection. Donc c'est lui qui vous dit, «Ouh là là, il y a quelqu'un qui s'approche trop vite», ou, «Il y a une voiture trop près», ou voilà, qui déclenche tous les signaux de peur et de stress pour vous aider à réagir et à vous adapter. Donc le lieu de l'autoconservation, c'est vraiment à la fois toutes les racines de la protection, bien sûr, et de la sécurité, mais aussi de se maintenir dans une continuité. Donc tout ceci peut être vécu plus ou moins consciemment comme menacé par quelqu'un qui viendrait. Au premier plan, dans les représentations inamicales, comme je l'ai dit. Évidemment, quand on pense corps, on pense aussi couple. Parfois, on fait intervenir quelqu'un pour l'autre. On fait intervenir quelqu'un alors qu'on est en couple dans une maison. Qu'en est-il du tabou? Parler à d'autres de l'intime du couple, accepter qu'un autre aide ou touche le corps de l'autre. Difficulté de parler des aides de soins corporels avec les enfants aussi, parce que qui dit couple dit forcément, voilà, s'il y a des enfants, parler des aides qui viennent à la maison avec les enfants qui souvent, organisent, un peu avec les parents les choses, peuvent être, soit tout simplement au courant, soit, contribuer à l'organisation, au financement et cetera. Comment en parler? Ce que l'on faisait soit par amour ou par devoir, c'est un autre, peut-être, qui va venir le faire. D'où un sentiment de culpabilité possible, la crainte que ça se passe mal, que l'autre souffre, que ça ne soit pas cohérent, adéquat, la déloyauté à celui ou celle qu'on aime. Et évidemment, dans ce contexte symbolique, tous les détails, tout le contexte compte. Donc souvent, moi, ce que je rencontre, c'est beaucoup de situations compliquées parce que tel détail, telle place d'un objet, telle, manière, tel geste, n'ont pas été prises en compte. Comment retrouver cela avec l'aide d'un tiers? Soit que le couple retrouve son homéostasie, comme on dit, son équilibre, sa stabilité, même si quelqu'un vient aider dans, heu, l'intimité, le corps de maison du couple, voire parfois pour aider le corps de l'autre. Comment accepter ceci et recomposer le couple derrière? Comment aller vers la confiance que l'on voit dans cette photo? La confiance à quelqu'un qui peut être là, plus jeune, souvent, même si, parfois plus âgé, mais en tout cas, même souvent plus jeune. Comment aller vers une confiance dans l'intime? Et là, j'ai pensé à: c'est quoi la rencontre? Et Emmanuel Levinas nous aide avec son regard de philosophe. La rencontre, c'est le visage pour Emmanuel Levinas, si vous connaissez.
Le visage est présent dans son refus d'être contenu. Dans ce sens, il ne saurait être compris, c'est-à-dire englobé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que chaque personne est absolument unique et que peut-être une des voies possibles, c'est de faire confiance à sa propre singularité et d'engager à ce qu'elle soit entendue par l'autre, mais aussi considérer, pourquoi pas, que le professionnel est aussi quelqu'un qui a sa singularité et que cette part de rencontre, même si on n'est pas là pour se taper dans le dos et pour devenir copains, cette part de rencontre d'humain à humain est en fait nécessaire pour que quelqu'un puisse intervenir dans notre intimité avec équilibre et que les choses se rééquilibrent autour, notamment dans les différents champs de l'intime. Je pense à ce sujet, alors je ne sais pas si vous avez vu le film Patient, qui vient du livre de Grand Corps Malade sur son expérience. Peut-être vous connaissez ce chanteur qui est tombé à 20 ans dans une piscine vide et qui donc s'est retrouvé en service de rééducation, de réanimation d'abord, puis de rééducation. Et à 20 ans, il avait perdu tout son corps alors qu'il se prédestinait à une carrière de sportif. Et il a fait un livre où il décrit avec beaucoup d'humour comment il s'est retrouvé touché, lavé, et cetera, par des professionnels et tout l'enjeu relationnel autour de ça. Je vous invite à voir le film, ou à lire le livre qui sont extrêmement précieux pour ça. La singularité de chacun, l'échange humain, la dignité de la personne trouve son sens dans le fait qu'elle ne saurait être réduite à un simple objet ou à un élément de mon décor, ni celui qui reçoit l'aide, ni celui qui la donne. Et d'ailleurs, pour que ça se passe bien avec celui qui reçoit l'aide, ne faut-il pas aussi que celui qui la donne puisse recevoir quelque chose, de l'autorisation à être aidé, de cette humanité partagée tellement nécessaire pour que sécurité et fluidité puissent exister. Donc évidemment, il s'agit d'identité, de singularité, de relation, puisque si je délègue peut-être la préciosité de l'autre en couple à quelqu'un. Quel contrat permettrait de nommer cela ou ma propre préciosité? Comment soi-même rester unique et entier? Comment garantir l'identité du couple? Il y a obligatoirement des phénomènes régressifs avec les difficultés qui s'installent et qui font qu'on va avoir besoin d'aide. Régression à cause des difficultés, régression parce que quelqu'un vient et vient s'occuper de moi, dans l'imaginaire, un peu comme ma maman ou mon papa. Quand une perte d'autonomie apparaît, le couple aussi régresse pour préserver une identité. Qu'en est-il? Maintenir l'image devant les autres alors qu'au quotidien, c'est plus ça, au moins à certains moments. Maintenir l'image devant les autres alors qu'au quotidien, c'est pas ça nécessite une certaine gymnastique, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. S'appuyer sur le regard des autres pour tenir. Se dire: «Le temps que je m'adapte, je vais assurer, je vais trouver les solutions et cetera», mais le temps qu'on s'adapte, ça fait beaucoup de fatigue mentale parfois. S'occuper de l'autre à sa place, ça c'est en couple, hein. Glisser vers des tâches maternantes en couple. Et pour soi-même, accepter que l'on s'occupe, de soi, glisser vers un besoin de maternage. Évidemment une peur d'être materné. Reconnaître que l'on est en perte d'autonomie, ce n'est doublement pas facile, en raison, vous l'avez bien senti, de l'image de soi. Qui suis-je? Suis-je un corps uniquement? Un statut social? Un métier? Une condition administrative? Des choix de vie? Une origine? Un groupe? Des liens? Une image? Un miroir? Ce que l'autre voit en moi? Peut-être vous aurez encore d'autres mots qui vous viennent à l'esprit. Alors dans ce qui suis-je si complexe, comment appréhender la fragilité? Et quel besoin cette fragilité fait remonter, fait ressurgir? Déjà la fragilité dans l'intime nous permet de déplier un petit peu l'intime
L'intime au 19e, c'était l'ami confiant, l'ami dont on est sûr, en qui l'on a la foi. C'est la particularité du lien à cet ami, ce qui est au plus profond, au plus intérieur, le plus en dedans, le plus familier. Et là, on voit se dessiner les types de relations possibles avec un familier, un ménager, mais qui pour autant n'est pas mon ami d'amitié, mais qui peut être, comme on dit, comme une personne de 90 ans m'a dit un jour que je quittais la maison de retraite où je travaillais, elle m'a écrit un mot en me disant: «Je vous fais mes amitiés» et là, on voit la dignité et le respect qui sont pointés dans le dedans. Or, le dedans, ça peut être aussi le lieu de toutes les étrangetés, comme Freud l'avait décrit, de secrets contenus dans l'histoire et que le refoulement tente habituellement de mettre à distance. Donc quelqu'un qui va pénétrer mon intimité, plus ou moins, dans la représentation, plus ou moins dans les faits, va pénétrer aussi des choses que je contrôle moins de cette image et de cette histoire où je suis. D'où peut-être les défenses aussi. Aujourd'hui, l'intime est lié au terme familier, emprunté au latin familiaris. Le familier est celui qui fait partie de la maison. Et c'est par extension l'ami. L'intime soulève ici l'idée d'appartenance. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'appartenance? Dans la maison m'appartient, c'est un lieu à moi, de moi, c'est un miroir. L'appartenance, c'est lié à la sécurité, c'est le lieu de la propriété. Donc évidemment, toutes les thématiques de la propriété vont être concernées, hein. Maison, argent, biens, mais aussi ce qu'il y a de bon en moi, ce qui fait que je suis ce que je suis. Peut-être ça vous évoquera certaines réactions que vous avez eues ou vues chez des proches. C'est un lieu d'intimité, de vie, de proximité, un lieu vécu comme le corps propre, ça on l'a vu. Donc évidemment, devenir ami, au sens des amitiés, de la dignité mutuelle, du partage dans le familier avec quelqu'un qui vient, va toucher à toutes ces choses-là. Du coup, à quel de mes besoins correspond ma maison, mon lieu d'intimité, mon corps propre? Qu'est-ce que ça va toucher? Alors peut-être que vous connaissez la pyramide de Maslow, moi je l'utilise beaucoup, beaucoup. La pyramide de Maslow, c'est, Abraham Maslow, qui a, travaillant particulièrement sur la motivation, s'est interrogé sur les besoins fondamentaux de l'être humain avec, l'idée que, heu, évidemment, il y a d'un côté le corps et de l'autre côté le social. Alors c'est présenté en pyramide avec à la base les besoins les plus corporels du maintien de la vie comme on dit, respirer, boire, manger, dormir et cetera, éliminer et puis le haut de la pyramide, les besoins les plus sociaux et les plus actuels aussi. Mais il n'y a pas un besoin plus important. C'est pour ça que moi je la présente souvent de travers. En fait, heu, la vraie réflexion qu'il y a dans la pyramide de Maslow, c'est que pour que les besoins les plus sociétaux puissent exister, il faut déjà que les plus de la base soient reconnus, comblés, complétés, correspondants. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr dans la partie 1 rouge, les besoins du maintien de la vie. On voit tout de suite apparaître la sécurité après ça. Sécurité du corps propre, sécurité de soins adaptés. Si on se réfère au bébé, par exemple, sécurité de manger, d'être pris dans le corps, d'avoir une réaction qui corresponde aux besoins primordiaux et aux premiers besoins affectifs, notamment par le cri, et cetera. Donc c'est à la fois une sécurité d'immédiateté, de mouvement et évidemment les idées de sécurité primaire de la maison, et cetera. Et là, si je monte, je vois apparaître tout de suite l'appartenance. Si vous allez sur le site Papidoc, qui est un site pour professionnels, mais ô combien riche et intéressant, qui a été fait par, le gériatre d'un service de soins longue durée et son équipe, vous verrez que l'appartenance, c'est la reconnaissance par les amis et les proches. La reconnaissance, autre terme qui correspond si bien à la dimension de l'intime et de la proximité qui commence à être en lien, à être en relation. Reconnaissance immédiate des besoins, pour le bébé par exemple, pour toute personne en situation de vulnérabilité. Reconnaissance sociale qu'on voit apparaître, alors c'est déjà dans le regard de l'autre et dans être considéré dans son visage singulier, n'est-ce pas?
Mais aussi, si on monte, on tombe bien sûr sur l'estime de soi. Et l'aide, et toute la problématique de la relation d'aide, d'accepter les aides et cetera, va toucher à tous ces endroits-là plus ou moins, de manière pertinente parfois, parfois de manière juste dans les représentations. Et il y a juste besoin d'en parler pour dénouer un nœud, une défense, quelque chose qui fait qu'on ne supporte pas, mais en fait, si c'est entendu, OK, en fait, c'était juste une peur. Et là, on peut s'actualiser en 5, c'est-à-dire trouver une correspondance dans le monde à son propre besoin et pouvoir se développer. Parce qu'à tous les âges, on se développe, à tous les âges, on apprend. Du coup, évidemment, des défenses, hein, quand on est un peu bloqué, quand éventuellement des choses se passent mal et que on se met à sortir les piques, mais une défense sert toujours à s'adapter. Donc cette, conférence est aussi une, proposition pour que vous puissiez réfléchir aussi à vos propres défenses ou aux défenses, de vos proches qui refusent les aides. Heu, une défense sert à s'adapter, c'est une formation de compromis. Donc tant qu'on comprend pas qu'est-ce qu'elle raconte et qu'est-ce qu'elle cherche à protéger, évidemment, elle va se maintenir, voire elle va se renforcer. Donc est-ce que je protège mes besoins vitaux, ma sécurité, ou alors, pas? Est-ce que je protège mes liens d'appartenance et de reconnaissance? Mes proches, et cetera? Beaucoup de personnes me disent, «Non, non, il faut pas que j'en parle à mes enfants parce que je veux surtout pas peser sur eux». Voilà. Est-ce que je protège mon besoin de chaleur, de visibilité, de sentiment d'exister? Est-ce que je protège mon besoin d'estime? Est-ce que je protège mes actions, mes activités, mon épanouissement, mon libre arbitre? Je vous laisse y réfléchir de votre côté. Quelques repérages sur les défenses, j'essaye d'aller un peu vite, sur cette fin pour vous tendre la parole après. Peut-être vous connaissez déjà tous ces termes. Le clivage est une de nos défenses les plus primaires, bon objet, mauvais objet. Bonne aide ménagère, mauvaise aide ménagère. Bonne infirmière, mauvaise infirmière. Qu'est-ce que je peux l'entendre ça à la maison? Donc nous, souvent les professionnels, de l'aide à domicile, puisque moi je travaille aussi en tant que psychothérapeute à domicile, je travaille beaucoup avec les réseaux, on se parle. On se parle pour que ces bons objets, mauvais objets qui sont souvent des modes d'adaptation des gens chez qui l'on va, âgés ou pas, on puisse l'entendre, l'analyser et accompagner, l'accompagnement, à faire baisser la défense et tout va bien et entendre qu'est-ce qui suscite une telle peur. Le clivage, c'est un de nos premiers modes d'adaptation dès les débuts de la vie. La projection. J'ai peur, j'ai mal, et cetera et c'est l'autre qui fait mal ou qui me veut du mal ou il y a un problème avec l'autre. Fusionner avec l'autre ou le rejeter. Lui attribuer ce que le moi ne peut tolérer. Le déni, bien sûr, hein. Je sais bien, oui, mais oui, oui, non, mais je sais bien que je sors de l'hôpital et que mais t'inquiète pas, je vais continuer à faire tout seul, je vais très bien m'en sortir et cetera. Voilà. La dénégation, c'est un peu la même chose, mais heu, je n'ai pas besoin d'aide. Le ne, la négation. L'évitement, bien sûr. L'isolement qui est à la fois une défense et à la fois une conséquence des défenses. Et en fait, c'est ça qui va poser problème, c'est que l'isolement qui se crée va multiplier les problèmes, figer les défenses et faire que c'est un peu plus difficile au fur et à mesure, de mettre en place des aides. Mais en même temps, chacun son temps d'acceptation, chacun son besoin de digérer ce qui lui arrive, l'évolution de l'âge et cetera. Donc du coup, peut-être que sous l'angle d'écouter les défenses, de leur donner du sens, de les voir comme des formations de compromis, des effets des représentations, de l'éducation personnelle, de tout ce qui touche à l'intime, au familier, on peut passer de la vulnérabilité, dans la reconnaissance de la vulnérabilité, à l'autodétermination. En étant conscient et présent, conscient de ses fragilités, de ses besoins d'aide, conscient de ses besoins relationnels dans la collaboration d'aide. Est-ce que je vais être dépendant de l'autre ou alors est-ce que, par exemple, on fait une collaboration, un contrat moral? Qu'est-ce que j'apporte à l'autre qui vient m'aider? C'est pas seulement de l'argent. Trouver des mots pour s'exprimer authentiquement, être authentique, être sincère, être direct, c'est encore la même meilleure manière de se connaître aussi et de comprendre de quoi chacun a besoin pour que l'aide apportée, rentre, aussi dans une collaboration dynamique. Dans un accueil, apprendre à demander de l'aide
une des choses les plus difficiles dans notre société occidentale, où nous sommes formatés pour être indépendants et et autogérés. Enfin maintenant, les portables sont notre nouvelle nounou, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre là-dessus? Je vous ai mis des petites images pour vous aider à prendre le temps de réfléchir, de sentir un petit peu tout ce que j'ai dit et puis l'inscrire dans, bah, ouais, de la vulnérabilité à l'autodétermination. Bah, vous avez par exemple l'association Hold Up, qui, déjà depuis 20 ans, a vu des nonantenaires, octogénaires, et plus, s'exprimer. Allez sur leur site, hein, Hold Up, vous voyez ici leur sigle, hein. Ils ont édité des livres magnifiques, sur, les rencontres tardives, par exemple, sur tout un tas de choses, sur l'expérience du vieillissement et ils sont évidemment formidablement dynamiques, jeunes et intéressants, mais sans dénier les problèmes liés à la vieillesse, mais en les exprimant, comme dirait comment s'appelle-t-elle déjà? Marie de Hennezel. Tenez, j'ai le bouquin sous les yeux. Comme dirait Marie de Hennezel, vieillir sans être vieux. Voilà, c'est pas parce que des problèmes se posent, que, forcément on tombe dans un trou. Voilà, c'est une des grandes, expressives, hein, depuis longtemps, Marie de Hennezel, de cette expérience du vieillissement et puis aujourd'hui, vous avez Laura Adler qui vient de sortir un documentaire, regardez-le en replay sur France 2, hein, La révolte des vieux, extrêmement intéressant. On assiste, vraiment aujourd'hui à toute une réflexion, tout un mouvement qui va de la transformation des EHPAD, en tant que telle à, le changement d'image sur le vieillissement. Les vieux prennent la parole, voilà, ça c'est sur le site de Hold Up, je crois et accompagnent, certaines associations comme ça ou des experts comme Colette Hénard, qui vont dans des maisons de retraite ou participer à des labos, donner leur expérience, leur vision, participer à des bouquins. Comme aussi on peut en lire chez les éditions Erez dans la collection L'âge et la vie, par exemple, prendre soin des personnes âgées et des autres. Voilà, il y a plein de choses, pour tout le monde et puis aussi de choses qui font un peu plus réfléchir profondément, qui apparaissent aujourd'hui autour de la prise en âge et qui dédramatisent, démystifient le fait de faire le point sur soi, tout en restant libre de sa vision des choses, de ses besoins et de plus en plus, je pense, de possibilités d'y donner forme, pour se mettre en projet, trouver des appuis valorisants, concordants et cohérents. Par exemple, les amis, le bouche à oreille, les réseaux divers, les associations, le culturel, la ville qui font de plus en plus de trucs. Les associations, j'en ai parlé, Hold Up, les experts, de plus de 70 ans, hein, Colette Hénard, je pense à Marie-Françoise Fuchs aussi, qui est un médecin qui a été psychothérapeute et qui aujourd'hui est la présidente d'Hold Up, absolument merveilleuse. Vous la trouvez sur YouTube, très facilement. Les groupes seniors d'échange, de projets et cetera, les associations pour les aidants, pour ceux qui sont aidants, les psys bien sûr, qui aujourd'hui, font partie des maisons des aînés et des aidants sur Paris ou des maisons de l'autonomie qui sont les lieux du C du C enfin de tout le réseau national, qui servent à évaluer les besoins à domicile et à aiguiller sur les bonnes aides, avec les assistants sociaux et cetera. Avant ça s'appelait les clics, aujourd'hui les M2A ou les maisons de l'autonomie. Donc beaucoup de possibilités aujourd'hui de faire le point sur soi et puis de chercher, trouver, goûter, expérimenter des aides, différentes. Appréhender le décalage d'âge avec, des soutiens, des gens qui viennent aider ou éventuellement des animateurs d'associations et cetera et pouvoir le vivre, faire l'expérience de ce chemin-là, de cette étape-là, concernée par l'aide, en le faisant de manière vivante, de manière dynamique. En prenant appui sur ses ressources, en faisant peut-être le deuil de quelque chose. Alors les gens qui travaillent sur le deuil de la mort, aiment pas qu'on utilise le deuil, pour d'autres, secteurs, mais quand même, c'est aujourd'hui ce qu'on dit, en termes d'expression, faire le deuil de ce qui était avant, mais c'est pas pour le perdre définitivement, c'est pour que ça se transforme. C'est pour ça que de passer par les besoins, par l'acceptation de la vulnérabilité, mais du coup, qu'est-ce que ça fait apparaître, est, un chemin de transformation.
Transformer le quotidien pour s'adapter au présent. Accepter de supporter. Alors je sais pas, ça c'est pas politiquement correct, hein, accepter de supporter, mais voilà, je dis tout ce qui me vient à l'esprit parce qu'il y a que vous qui pouvez parler de votre propre expérience. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, des points principaux que je voulais développer pour vous dans cette, conférence et pour laisser un peu de temps. Merci beaucoup, Sophie. C'était super. Je vais juste rapidement clôturer la présentation et puis après, on pourra consacrer quelques minutes, évidemment, aux questions-réponses. Alors, je vous mets à l'écran et je vais également vous le mettre dans le chat, le petit questionnaire de satisfaction qui est très utile pour nous, pour Sophie, pour Movadom, pour moi. L'idée, c'est vraiment de prendre un peu la température sur ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, sur le format, sur d'éventuelles nouvelles idées de thématiques que vous pourriez avoir et que vous pourriez nous soumettre pour qu'on puisse les envisager. Donc, n'hésitez vraiment pas à y répondre. Ça vous prendra quelques minutes, mais c'est précieux pour nous, donc n'hésitez pas. Vous avez également à l'écran, on en a parlé dans le chat au début de la conférence, mais la chaîne YouTube de Gwendoline Cotrez et du coup de Movadom, sur laquelle vous pourrez retrouver tous les replays des visios, si vous souhaitez les partager ou les revoir. Voilà, donc n'hésitez pas. Et à l'écran, le livre audio et le podcast Ça déménage, qui a été réalisé par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, que vous pouvez retrouver du coup avec les liens qui sont à l'écran. Je vous les remettrai tout à l'heure pour que vous puissiez avoir le temps de cliquer dessus. La prochaine visio, ce sera du coup le lundi 27 mars à 15 h. Ce sera sur l'analyse sensorielle. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas de l'écran. Je vais également vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous l'aurez. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, c'est chose faite. Oups, mon Dieu, ça bug. Ça y est. Ah bah mince, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, pardon. Si vous avez la moindre question à nous poser concernant les conférences ou autres, n'hésitez pas à nous contacter avec l'adresse mail que vous avez à l'écran, donc contact@movadom.com. Pardon, mon Dieu. Je remercie à nouveau du coup le CNSA pour son financement, ainsi que la conférence des financeurs dans la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Et je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui.